Bienvenue sur la conférence. Ce midi, on parle de deux voyages, le Monténégro, puis c'est Alexandre qui va vous en parler. Et moi, tout à l'heure, je vais vous parler du tout nouveau voyage au Portugal. C'est comme notre petite nouveauté. Euh, Hop, voilà. Ici, vous voyez, c'est comme Alexandre et moi, Alexandre étant au pluriel sur cette photo, parce que je suis entourée donc des deux Alexandres. Euh, Alexandre qui est, mettons à ma droite, donc à gauche de l'écran, que nous voyons ici, qui va nous parler du Monténégro. Et l'autre Alexandre, le brun barbu, c'est difficile à dire comme ça, lui, c'est celui qui répond au téléphone au bureau. En ce moment, il n'est pas au bureau, il reviendra début avril. Donc, vous me parlez à moi. Moi, je suis la responsable des voyages en Europe, de toute l'organisation et du bon déroulement sur place de tous les voyages. Alexandre du bureau, lui, c'est lui qui est en charge de bien informer tous nos voyageurs. Et Alexandre, le guide, ben, c'est le guide, voilà. Et c'est lui qui va nous parler du Monténégro tout à l'heure. Avant de lui laisser la place, un petit mot rapide sur Caravanier. Puis pour ceux qui écoutent plusieurs des conférences, vous m'entendez toujours répéter la même chose. Donc, je ne vais pas trop m'étendre. Caravanier, c'est une petite compagnie québécoise qui a été créée en 1998 par Richard et Suzanne que vous voyez ici en photo. On est une petite équipe. Au bureau, on est peut-être 8 par là. Puis on a une dizaine de guides qui tournent toute l'année, plus les équipes locales. Et on est juste assez petit pour avoir du fun, pour avoir vraiment un côté très humain, pour être très en contact avec les gens, très proche du terrain, et puis juste assez gros pour pouvoir quand même être confortable dans le fait d'envoyer suffisamment de fois nos groupes pour que les gens sur place ne nous oublient pas, puis qu'ils aient du fun à travailler avec nous. Donc on est juste dans la portion, le fun de ni trop gros ni trop petit. Si on voulait que vous nous choisissiez pour une chose, ce serait bien sûr parce qu'on estime qu'on a des voyages, des itinéraires particulièrement intéressants. On ne choisit pas toujours la facilité logistique, mais vraiment ce qui nous fait le plus triper, nous, en tant que voyageurs et que passionnés de randonnée. Donc, c'est pour ça, bien sûr, mais beaucoup plus pour nos valeurs. Puis nos valeurs, on pourrait faire une conférence entière sur nos valeurs. Ce midi, je vais juste vous préciser qu'on essaie de faire les choses bien et avec du bon sens et qu'on n'a qu'une seule planète et qu'il faut la préserver. Donc pour ça, alors là, la date m'échappe toujours, mais je pense que c'est depuis 2005 ou depuis 2008, on oblige la compensation de l'émission de gaz à effet de serre via planétaire à tous nos voyageurs. Ça fait partie du prix qui est affiché en fait sur, pour nos voyages. On est membre du 1% pour la planète. Puis là, on peut même préciser que ce mouvement-là, en fait, existe aussi au Québec. Aventure Écotourisme Québec a créé le 1% pour la planète Québec, qui soutient des projets au Québec, justement, sous l'influence de Richard, le fondateur de Caravani. Et puis, bien sûr, sur le terrain, on applique les principes du Centras. Et ça, c'est enfin trois parmi plusieurs mesures dont on se fera plaisir de vous en parler à un autre moment. Mais voilà, on voulait au moins vous dire ça, qu'on aimerait que vous nous choisissiez, bien sûr parce qu'on fait de beaux voyages, mais aussi, et parce que ça tombe dans vos dates, mettons, mais aussi parce qu'on a de belles valeurs. Un petit mot sur les deux voyages qu'on vous propose ce midi. Nos voyages, on a la notion d'effort, l'effort physique que vous allez faire, puis la notion de confort. Dans quelles conditions se déroule le voyage. Quand on mélange les deux, ça fait ce qu'on appelle le niveau ressenti. Puis, c'est très subjectif. Donc, quelqu'un qui va trouver que tel voyage est plus difficile que tel autre, puis l'année d'après, une autre personne qui a fait les deux voyages va avoir l'avis opposé. On essaie toujours de ne pas se laisser biaiser par le subjectif, mais on est humain. Euh, les voyages qu'on vous propose, dont on vous parle, il n'y a pas de camping. On va toujours dormir dans des vrais lits.
Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément le même confort dans les deux voyages dont on va parler tout à l'heure, mais par contre, il s'adresse toujours à des randonneurs, à des personnes qui ont l'habitude et qui aiment faire des randonnées en montagne. Donc, quand on dit que c'est un niveau modéré ou un niveau soutenu, c'est pour des gens qui ont l'habitude d'être en montagne. Si vous n'avez jamais fait de randonnée de votre vie et que vous ne faites pas de sport dans votre vie, un niveau modéré, ça va vous paraître très exigeant. Voilà. Dans tous les cas, nous, on veut parler à tous nos voyageurs avant qu'ils s'inscrivent. Donc, et puis, vous ne pouvez pas vous inscrire en cliquant sur le site sur Je m'inscris. Vous êtes obligé de nous contacter. Donc, on s'assure que tout le monde est à peu près le même niveau. Je me rends compte mais que mes soleils ne sont pas posés au bon endroit pour pour ce conférence. Ici, vous voyez, vous devez voir normalement. On a donc ce midi le voyage au Monténégro ici, en jaune. Ça, ce sont nos autres voyages qu'on a en Europe. On avait, puis là j'en ai parlé dans les 2 dernières semaines, ici la Crète, la Grèce continentale, la Sardaigne, l'Andalousie, les Canaries, le Pays Basque. Et le tout nouveau, il est tellement nouveau qu'il n'est pas encore sur la carte, c'est le nord du Portugal. Je vous en parle tout à l'heure. Donc j'arrête de partager mon écran et je passe la balle à Alexandre. C'est Julie. Je vais vous partager mon écran. Et voilà. Bonjour tout le monde. Je vous parle aujourd'hui du Monténégro. Je suis content de pouvoir vous parler de ce voyage-là. Dans tous les voyages que j'ai guidés et que je guide, c'est certainement l'un de mes coups de cœur, de mes préférés. Le Monténégro, rapidement, bon, j'avais changé les petits soleils. Julie en a parlé. Ici, donc, on a la zone des Balkans dans le sud de l'Europe, sur le bord de la mer Adriatique. C'est là que se trouvent des pays un peu plus connus comme la Croatie, mais juste à côté de la Croatie et de la Bosnie, il y a donc le Monténégro, un tout petit pays d'environ 600 000 personnes. Quand je dis petit pays, là, on parle d'un pays qui est plus petit que l'Abitibi, mais c'est un pays qui est en même temps extrêmement montagneux. Il fait partie avec les Balkans, donc de l'ex-Yougoslavie, ce qui en fait un pays qui a une culture particulière, à mi-chemin entre l'Europe puis le, l'Union soviétique, si on veut, euh, un pays donc qui a déjà été communiste, un pays qui a été aussi à la croisée de plusieurs empires, on parle des empires romains, empire ottoman, catholicisme, orthodoxie, etc. Pour ce qui est des montagnes, on voit bien là sur la carte présentement dans le nord du pays, on a donc les Alpes dinariques qui traversent le pays. Les Alpes dinariques, c'est une branche des Alpes qui traverse les Balkans. Et puis, c'est une branche des Alpes qui est beaucoup moins visitée, beaucoup moins connue que les Alpes, on pense là, en Europe de l'Ouest. Donc, nous, dans le voyage, on se concentre donc sur les différents massifs montagneux qui sont dans les Alpes dinariques, dans le pays. Fait qu'on se promène dans le pays. Le fait que ce soit un petit pays, ça permet de minimiser le transport. On n'a jamais des longues journées de transport, euh, mais on peut quand même là, se promener de différents endroits. On a en tout cinq hébergements là, si je me souviens bien, qui nous permettent d'aller s'installer à différents endroits dans le pays, puis de faire des randonnées à la journée pour explorer les régions euh, et les montagnes dans ces coins-là. Euh, donc, le genre de village, le genre d'endroit où on reste, là, comme sur la photo, ça va vraiment être des petits villages dans des zones rurales. C'est très pastoral, montagneux comme paysage. Ça va être des endroits qui sont souvent un peu coupés de la civilisation. On va aller rester à chaque fois dans les parcs, donc que ce soit des parcs nationaux, des parcs régionaux, etc. Il y a donc le parc du Durmitor, le parc du Comovi, le Proclétier, etc. On va aller s'installer pour plusieurs nuits à chaque fois, ce qui nous permet vraiment à chaque jour de juste sortir avec notre sac de jour, partir, puis revenir au village le soir.
Les paysages qu'on retrouve au Monténégro, donc je vous ai parlé des Alpes. Les Alpes dinariques en particulier, c'est un mélange de paysages très verdoyants et rocheux à la fois, ce qui est peu particulier à dire, mais vous allez voir à travers les photos là, que je vous présente. Les randonnées, nous, ce qu'on va faire, comme je vous disais, c'est des randonnées journalières qui vont être en moyenne autour de 6 heures de marche par jour. Ce ne sera pas des randonnées énormes, mais ça va être des randonnées d'une journée complète euh, qui vont alterner en général 12, 15 km, etc. Euh, il y a des journées un peu plus courtes, des journées un peu plus longues, évidemment. Euh, on va passer donc dans différents parcs et il y a vraiment comme un fil conducteur à travers le voyage qui va nous amener à la toute fin jusqu'à Kotor, qui est sur le bord de la mer Adriatique. Ceux qui vont venir au printemps, comme on voit sur la photo, il peut rester de la neige, tandis que au mois de septembre, à la fin de l'été. En général, il n'en reste plus vraiment, mais on va avoir peut-être une température un petit peu plus clémente, quoique, bon, ces temps-ci, c'est plus difficile à dire ou à prévoir. Bon, sur la photo, on voit Richard qui essayait de me faire croire qu'il s'y connaissait bien en botanique en me présentant une plante à fleurs, comme il l'a dit si bien. Pour le genre d'hébergement qu'on va utiliser, ça va être, comme je disais, dans des petits villages. Donc, souvent, on va rester chez l'habitant. Ça va être des maisons, des auberges, des gens qui ont une ferme qui vont nous héberger avec des chambres ou ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent au Monténégro des catounes. Je vais vous présenter une photo un petit peu plus tard des catounes. C'est comme un petit chalet, en fait, qui était utilisé par les bergers autrefois, qui ne l'est plus vraiment aujourd'hui. Ben, maintenant, les gens utilisent ça pour pouvoir accueillir des visiteurs, des voyageurs. Donc, c'est assez rustique. Ça arrive qu'on va partager un petit chalet quand ils sont grands. Ils peuvent même avoir plusieurs étages, donc être trois ou quatre dans un chalet. En général, on va être deux par catoun ou par chalet. Il peut y avoir des salles de bain partagées. Comme je vous dis, c'est vraiment les installations sont plus rustiques, mais ça donne une expérience très, très, très authentique parce qu'on est vraiment en dehors des circuits touristiques. Euh, le Monténégro, c'est vraiment un pays qui gagne à être connu, mais aujourd'hui encore, je vous dirais, en 2024, nous, ça fait pas longtemps qu'on fait ce voyage-là. C'est un pays qui n'est pas encore très connu, qui n'est pas encore très visité. Donc, le genre de foule qu'on peut retrouver dans les Alpes, il n'y a pas ça dans les Alpes dinariques. C'est ce qui fait que c'est euh, particulièrement intéressant. Et puis, bon, c'est clairement quelque chose qui est amené à changer euh, dans les prochaines années. On va arriver bientôt aux hébergements. Les hébergements viennent aussi, dans le fond, avec les repas, le genre de nourriture qu'on mange au Monténégro. Ça va toujours être de la nourriture qui est faite par les gens qui nous hébergent. Donc, si on est comme on est chez l'habitant ou dans un petit catoun, ça va être les personnes qui nous hébergent, qui vont nous cuisiner, qui vont faire le fromage avec le lait de leur vache la veille. Le yogourt va être fait maison, ça va être les œufs de leur poule, la viande de leurs animaux, ça va être les légumes de leur jardin, ça va être le pain que le père ou la mère a fait la veille, etc. Donc, c'est très, très authentique comme cuisine. C'est très consistant, je vous dirais, c'est très chaleureux comme cuisine. C'est vraiment une cuisine de montagne. On manque pas de nourriture. La nourriture est délicieuse, mais évidemment, c'est pas le même niveau de finesse de gastronomie qu'on pourrait retrouver, par exemple, en Andalousie ou en Crète.
Je vous montre donc les images de type d'hébergement que on pourrait, là, dans lesquels on pourrait rester. Donc, peut-être les plus gros possibles là, qui peuvent ressembler à ce type de chalet. On voit avec le paysage derrière, bien accessible. Et puis, les petits catounes euh, dont je vous parlais, donc des tout petits hébergements avec la maison là, qui est juste à côté, avec les autres qui nous reçoivent. Et le type de cuisine. Donc, beaucoup de fromage, beaucoup de légumes, du jardin, de la viande, d'élevage. Et puis nous, ben, en randonnée, on va se faire des lunchs. Parfois, ça va être fait par nos hôtes. Parfois, ça va être nous, comme là, qui on va se faire une bonne salade fraîche pour amener sur les sommets qu'on va visiter. C'est vraiment des belles tablées. Je dirais qu'on est très, très bien reçus. C'est ce qui est plaisant au Monténégro, d'aller dans des aussi petits endroits. Euh, on est reçu à chaque fois caravaniers comme des membres de la famille. Et puis, à la fin du voyage, donc après avoir fait différents parcs nationaux, après avoir visité différents massifs montagneux à travers le pays, on redescend vers le sud, vers la mer Adriatique, vers la ville de Kotor. Kotor qui est une ville médiévale, une ville européenne, très différente du reste du pays. Donc, je vous disais que le pays faisait partie de l'ex-Yougoslavie, mais avant ça, le pays euh, a fait partie de l'Empire romain, l'Empire ottoman, etc. Mais la côte a été conquise par les Vénitiens. Donc, pendant plusieurs siècles, là, c'était les Vénitiens, les Italiens qui étaient là, qui ont construit la ville de Kotor, entre autres, une ville absolument magnifique. Donc, on va pouvoir dormir à l'intérieur de la ville fortifiée. Euh, L'intérieur de la ville fortifiée est seulement piéton. Donc, on reste là pendant 2 nuits pour visiter cet endroit-là. Vraiment très, très riche côté histoire. Donc, bref, le Monténégro, pour résumer, je vous dirais que c'est un pays qui probablement dans une décennie maximum, va être une destination assez bien connue du tourisme qui va être visitée comme peut-être la Croatie, qui est son voisin. Donc, vous avez peut-être entendu parler. Euh, une destination pour la randonnée qui est vouée à devenir très prisée. Mais pour l'instant, quand on fait nos randonnées en s'en allant dans les régions un peu plus isolées, comme on le fait en dormant peu dans les montagnes, ce que ça nous permet, c'est justement d'avoir des sentiers presque à nous tout seuls. On rencontre très peu de gens. Puis les gens qui, pour l'instant, visitent le Monténégro sont souvent des gens des Balkans ou des gens à la limite de l'Europe de l'Est. Donc, c'est super intéressant. C'est un pays qui est en Europe, mais on ne se sent pas tout à fait en Europe. Euh, on est clairement dans les montagnes, dans les magnifiques montagnes. Vraiment, là, un pays à découvrir. On a 2 dates, donc cette année, cet été, du 15 au 29 juin. Il reste seulement 2 places, je crois bien encore. Et puis 14 au 28 septembre, qui devait bientôt être confirmé. Regardez s'il y a des questions. Il y Que a nos une bagages- première question qui vient d'arriver. Oui. Est-ce que les bagages sont transportés lorsque l'on change d'hébergement? Oui, en fait, au Monténégro, on va avoir notre véhicule. Donc, on va être autonome. Et il y a des journées où on peut partir en randonnée de notre hébergement à pied le matin. Il y a des journées où on va peut-être se faire 15-20 minutes en véhicule, en van, juste pour se rendre. Mais c'est toujours nous qui est autonome. Donc, on traîne nos bagages avec nous tout le temps. Puis de jour, on part seulement avec notre sac de jour. Super. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le question, une question qui arrive. Et le prix, ce que ça comprend, là, je vous invite à regarder, à les télécharger, parce que c'est long à détailler, à télécharger tout, la fiche détaillée, mais les billets d'avion ne sont pas inclus.
les assurances non plus. Après, tout ce qui se passe sur place, donc les entrées dans les parcs, le transport, la nourriture, tout ça, c'est inclus. Voilà. Pas besoin d'apporter de sac de couchage pour les cattoons. Non, dans les cartoons, là, pour donner une idée, il y a les matelas, il y a des serviettes, il y a des oreillers, il y a des draps de fournis. Encore une fois, c'est quand même rustique, mais c'est quand même confortable. Euh, Anne qui dit que c'est une belle présentation et que ça donne le goût d'y aller. Bah, parfait. Ça fait plaisir. Hélène, combien il y a de voyageurs maximum? Je me permets de répondre si ça te va, Alexandre. Il faut savoir que chez Caravanier, notre politique habituelle, c'est 12 voyageurs maximum, là, sauf exception. Et on confirme les départs à 5. En général, c'est ça. Dans ce voyage-là, euh, comme le guide conduit le véhicule, ce que disait Alexandre, il y a 8 places en plus du guide dans le véhicule. Donc, on ferme le groupe à 8. Pour juin, on a un deuxième guide. Donc, on a un deuxième véhicule. Donc, on peut avoir un groupe jusqu'à 12. C'est pour ça qu'il reste encore 2 places. Il y a déjà 10 personnes inscrites. Et pour septembre, il n'y aura que 8 voyageurs et le groupe est déjà presque confirmé. Donc, ça veut dire qu'il y a une petite fenêtre de nombre de voyageurs, nombre de places disponibles. On va, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais vous pouvez continuer à les poser petit à petit. Puis on va passer au Portugal, mais vous pouvez continuer à poser les questions pour le Monténégro. Puis dans ce cas-là, on y répondra après. Et c'est à moi de partager mon écran. Hop là. Je crois qu'il y a 2 questions. Ah oui, oui. Oui, allons-y pour les questions avant de... Oh, il y a plein de questions. Oui, il reste 4 places pour septembre, Joël, mais il faut vite me contacter. Donc lundi, mettons. Voilà. Alexandre, je te laisse les autres questions si tu les vois. Oui. Emmanuel demande journée typique débute à quelle heure? Euh, je vous dirais, en général, on devrait déjeuner 7h30, 8h peut-être, donc c'est assez tranquille. Puis après ça, on part en randonnée. Et est-ce que ça sera offert en 2025? Ben, on espère bien. Il y a pas de... Si tout va bien, elle sera là. C'est un voyage qui est prévu pour durer. Euh, Hélène, vous pouvez appeler au bureau effectivement ce midi pour bloquer vos noms. Moi, je dois quitter juste après la conférence. Donc, on va bloquer vos places si vous appelez au bureau. Puis lundi, on met tout en marche pour s'inscrire. Luc, allô Luc, qui demande à combien de personnes on dort dans les habitations? Est-ce que ce sont des dortoirs ouverts? Non, ce ne sont pas des dortoirs ouverts. En général, on va dormir deux. Donc, ça va être deux lits par habitation. Ça peut arriver chez l'habitant ou les petits chalets, là, je vous ai montré comme les plus gros. Ceux-là sont à 2 étages. Donc, peut avoir là, deux personnes en bas parce qu'il y a quand même plusieurs lits, puis même chose en haut. Mais en général, c'est deux par habitation. Super. Anne, Anne qui dit pour réserver pour 2025, normalement, quelque part en septembre ou octobre, on aura les dates pour 2025. Donc, c'est autour de la rentrée pour 2025, septembre, octobre, on devrait avoir les dates. Et donc, Luc se propose de dormir sous tente s'il ronfle trop fort, très loin. On s'en reparle. Bon, ah ben, on est content d'avoir autant de questions, c'est top. J'attaque le Portugal. Portugal, c'est un peu spécial d'en parler avant de faire le repérage, parce que c'est ça, le repérage aura lieu dans 3 semaines. Donc forcément, j'ai pas encore toutes les photos. J'ai pas encore l'itinéraire exact en tête, mais j'ai mon idée. Euh, pour remettre un petit peu de quoi on parle, ici vous voyez tout qui apparaît. Portugal, donc on est ici vraiment le soleil jaune que j'ai rajouté. Euh, vraiment, vraiment le nord. Donc, vous connaissez le Portugal. Nous, on se concentre absolument, on va pas du tout toute la partie sud, Lisbonne. Dans ce voyage-là, on va pas du tout dans
Dans les îles, ça ne veut pas dire qu'on n'ira jamais, mais pas en 2024. On va à l'extrême nord du pays. Donc si on zoome ici, vous voyez Porto, c'est là où on va atterrir et de Porto, on va aller ici dans le parc national Peneda Gerês. Ce parc national, c'est le seul parc national du Portugal. Les autres, ce sont des parcs naturels. C'est donc le seul parc national du Portugal. C'est ici qu'on va aller et ensuite on va aller voir, faire un petit tour du côté du Douro. Mais l'idée première, c'est d'aller faire un trek, toujours de village en village, parce que c'est ça qu'on aime, dans la partie Peneda du Peneda Gerês. Et je voudrais qu'on y marche entre 6 et 9 jours. L'idée, c'est encore une fois de passer de village en village. Ici, vous avez un village qui s'appelle Cistelo, qui est appelé le petit Tibet du Portugal, à cause de ses cultures en terrasse. Effectivement, les cultures en terrasse, on peut les voir au Tibet, mais bon, au Vietnam aussi, sauf que le riz ne pousse pas dans la culture du Portugal. Il n'y a pas les 7000 et 8000 mètres derrière, mais il y a un charme fou et puis il y a une histoire très riche. Évidemment, on est en Europe. À la différence avec le Monténégro, on est en Europe et on se sent en Europe et on sent à quel point le poids de la religion a pesé dans la tradition, dans les coutumes et dans l'histoire locale. Donc des croix comme ça, on va en voir et on va en voir plus qu'une. L'idée, c'est d'utiliser les sentiers qui ont été utilisés pendant des siècles et des siècles, parce que là, on parle vraiment de plusieurs millénaires d'occupation. Donc, on va avoir des petits ponts et on va voir l'histoire plus moderne des châteaux, des choses comme ça. Et donc, l'idée, c'est vraiment de relier les villages comme les uns après les autres, toujours en essayant de dormir 2 nuits à chaque, ou 3 nuits à chaque hébergement. On trouve ça assez le fun, puis c'est le même cas dans le Monténégro. C'est vraiment le fun de poser ses affaires et de repartir, pas de suite le lendemain, mais d'avoir le temps de s'imprégner des lieux. C'est la même chose dans la plupart de nos voyages qu'on appelle Dolce Vita. Le Dolce Vita, c'est quelque chose qu'on n'emploie pas pour le Monténégro parce que les hébergements sont vraiment plus rustiques, tandis que pour le Portugal, c'est ce qu'on recherche. Donc le concept de Dolce Vita, c'est des bonnes journées de marche. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien la journée, là. Euh, Bien sûr, on va goûter le vin local et surtout, bah, surtout au Portugal, là, il va y avoir du Porto puis du vin de la région du Douro, bien sûr, mais on va quand même marcher à tous les jours. Puis quand je dis qu'on va marcher, ça va être au moins 15, c'est ça, 12, 15, voire plus en termes de kilométrage, puis du dénivelé. Donc c'est des vraies randonnées, euh, mais le confort des auberges, de vrais lits, et là on a une salle de bain privée la plupart du temps, il peut y avoir des variations. Et encore une fois, on mange bien, puis on prend l'apéritif en terrasse. C'est pas loin du Monténégro, c'est juste que le Monténégro, c'est quand même plus rustique. Vous avez vu les catouns, c'est presque les plus petits catouns, les tout petits, c'est presque des tentes en bois. Tu me dis, Alexandre, tu as le droit de me contredire et de défendre le Monténégro. Il y a des catouns plus gros qui sont plus que des tentes en bois. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Les plus petits, on est bien, on se sent bien comme dans le mode de vie des bergers. Euh, Donc, si je reviens au Portugal, vous voyez, donc on passe de village en village et on tombe parfois sur des constructions qui paraissent étranges. Ce n'est pas un cimetière, loin de là. Ce sont des espigueiros. Espigueiros, ce sont des greniers à grains. Donc, ils étaient surélevés à l'époque pour éviter que les rongeurs ne puissent s'y faufiler. Et il y a plein d'ouvertures pour que l'air passe et que ça soit bien ventilé. Au fond, vous voyez un château. Donc là, je pense que c'est ceux de Lindoso. Donc, on- comment dire, il y a vraiment une histoire et ces grosses roches euh, qui marquent le paysage et qu'on va retrouver. Là encore, on va bien manger, très local, très typique. Euh, il y aura, surtout quand on va être près de Porto, beaucoup de poissons, tout ce qui est accès à la mer et toute la culture culinaire qu'il y a autour. On s'entend que le Portugal, pour manger, c'est fameux. Euh, et dans les terres, c'est un petit peu plus montagnard, là encore, encore une fois. Donc, de la nourriture solide et savoureuse pour aller marcher le lendemain. Comme je vous disais, la religion est omniprésente, donc le catholicisme au Portugal, ça on ne peut pas passer à côté. Et j'ai prévu dans mon itinéraire de rêve qu'on passe à Nossa Senhora de Peneda. Donc ici, en 1220,
une bergère a vu la Vierge, d'abord sous forme de souris, puis comme qui lui a parlé, mais comme là, ça a pas pogné auprès des villageois qui l'ont pas cru, la Vierge est venue en personne revoir sa bergère et lui délivrer son message divin. Et donc suite à ça, une, petite chapelle a été érigée, puis au fil des siècles, la ferveur a pris et il y a maintenant une vingtaine de chapelles, des escaliers qui ont toute une signification, donc on va y passer. Puis ce qui est assez, en tout cas moi, ce qui me plaît particulièrement, plus que la religion là-dedans, c'est vraiment, vous avez vu les falaises qui sont derrière et en fait, il y a des super, départs de randonnée à partir de là. Donc, l'idée, c'est un petit peu, de mêler l'histoire, la, vraiment le côté authentique, du bar du village. On s'entend que on est loin des bars hipsters qu'on peut avoir sur le plateau, à Montréal, mettons. C'est dans son jus et c'est ça qu'on va un petit peu chercher. C'est pas les zones les plus touristiques, du Portugal. Puis là, je vous ai montré beaucoup de photos de villages, des terrasses et puis les chemins qui passent d'un village à l'autre. Mais ce qu'on va chercher aussi, c'est vraiment les belles randonnées. Sinon, on n'irait pas. Et quand je dis de belles randonnées, c'est que dès qu'on monte et on passe au-dessus de toutes ces falaises, de cette roche, on a des paysages qui sont vraiment plus, on peut pas dire alpin parce que là, on est loin des Alpes, géographiquement, mais qui sont vraiment des paysages de montagne avec, des bouquetins ibériques comme vous voyez là. Il peut y avoir aussi les loups ibériques qui existent, et bon, beh, d'autres animaux et une flore, endémique, aussi. Donc on arrive à des paysages de ce que j'appelle de la vraie montagne, sauvage, très sauvage. On est absolument à la frontière avec l'Espagne, donc on va peut-être jouer aussi, là-dessus. Mais encore une fois, l'itinéraire n'est pas 100 coulé dans le béton puisque, on va attendre, d'y avoir passé, d'avoir arpenté dans tous les sens les sentiers pour, jeter notre dévolu sur les sentiers, les chemins exacts qu'on va utiliser. Et donc ça, c'est donc, notre trek. Donc là aussi, les bagages vont être transportés. On marche qu'avec le sac à dos de jour, et on marche 5, 6 heures par jour, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Donc ça, c'est notre partie, trek. Après le trek, la récompense, on va venir marcher toujours. Ici, vous voyez Pinhao, on va aller près de Pinhao ici. On s'arrête un peu au nord, puis on arrive à pied à Pinhao. Donc là, on est dans la région du Douro. Et le Douro, c'est connu pour son vin. Alors, je vous entends pas répondre en chœur, mais je suppose que tout le monde l'a dit. Le Douro, c'est connu pour son vin. Donc là, on a les 2 pieds dans les vignobles et on va marcher comme ça entre de finca en finca, donc de propriété productrice de vin en propriété productrice de vin. Je vous promets pas la dégustation à chaque propriété parce qu'il faut bien se rendre à la fin de la randonnée. Mais on va marcher comme ça pour aller jusqu'à Pinhao qui est là, qui est en bord du Douro. Si on a le temps, j'aimerais bien qu'on puisse aller faire une sorte de petite visite, du Douro en bateau. Hem, Ça, on va dépendre ça va voir comment, j'arrive à faire marcher ça au niveau, logistique et ensuite on prendra le train pour se rendre jusqu'à Porto et boucler, la boucle de notre voyage. Porto, c'est une ville. Donc c'est pas la capitale c'est Lisbonne. Lisbonne, c'est une ville, très vivante, très, pétillante, qui bouge, très énergique. Porto, c'est le côté relax, c'est, très charmant et c'est vraiment, l'occasion de flâner et des promenades, familiales. J'exagère un peu, donc bien sûr chargé d'histoire et ça baigne d'histoire, mais l'idée, c'est le côté un peu plus, c'est comme plus charmant, un peu plus posé que Lisbonne, et c'est magnifique, Porto.